Près de 30 inspecteurs généraux des finances, avec à leur tête l'IGF chef des services adjoints, étaient à l'école du savoir vendredi 29 octobre 2021 à l'hôtel Sultani de Kinshasa pour apprendre davantage sur la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC et comment se servir des données issues des rapports que l'ITIE publie afin de pouvoir les utiliser dans les différentes missions d'inspection de l'IGF. Entre autres, les objectifs poursuivis par cet atelier d'un jour, organisé avec l'appui de la Natural Resource Governance Institute, NRGI. Jean-Jacques Kaembe est le coordonnateur national de l'ITIE RDC. L'objectif global de cette activité, nous disons un renforcement de capacité sur la norme ITIE, en vue de la fiabilisation des déclarations de l'État et de l'utilisation des données ITIE lors du contrôle ou de la contre-vérification des finances et des biens publics. L'objectif spécifique, amener l'inspection générale des finances à utiliser les données dans ses diverses missions. Échanger avec l'inspection générale des finances sur les améliorations apportées au contenu des rapports ITIE pour les rendre pertinents, fiables et exhaustifs. Pour l'inspecteur général chef des services adjoints Victor Batubenga, avec cette maîtrise des normes de l'ITIE par les équipes de l'IGF, le travail à accomplir se fera de manière très affinée. Donc ITIE dispose d'un côté des paiements déclarés par les opérateurs du secteur et de l'autre côté, elle dispose aussi de ce que les régies financières disent avoir perçu. Et l'inspection générale des finances, son travail, c'est quoi? Est-ce que ce que les opérateurs miniers déclarent avoir payé est effectivement arrivé au compte général du Trésor ou alors à la régie provinciale ou à l'ETD concerné? C'est là qu'intervient le travail de l'inspection générale des finances. Donc être pénétré par les normes ITIE va permettre à l'IGF d'affiner davantage son travail et de réaliser l'importance de la certification qu'elle doit faire. Il faut dire que conformément à la norme ITIE, les pays mettant en œuvre l'ITIE doivent publier les paiements et les revenus générés par le secteur extractif, mais aussi les informations sur les contextes dans lesquels ils ont été effectués pour qu'ils soient certifiés par un évaluateur indépendant et fassent l'objet d'un débat public entre les dirigeants et la population en vue de favoriser le développement. C'est dans ce cadre que le comité exécutif, organe dirigeant de l'ITIE RDC, a confié à l'IGF la tâche de fiabilisation ou certification momentanée des déclarations des recettes de l'État en attendant la réhabilitation effective de la Cour de comptes. Au cours de la cérémonie organisée le jeudi 28 octobre au Jardin des Premiers, en présence des députés et sénateurs, de quelques membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, ainsi que de la société civile, le Premier ministre Samuel Konde Kyenge a annoncé que la RDC sera représentée au plus haut niveau à la COP26 comme pays solution au changement climatique. La RDC, la République démocratique du Congo, s'apprête à participer à la COP26, ce grand rendez-vous mondial consacré aux questions de changement climatique. La République démocratique du Congo, dotée d'énormes potentialités naturelles, se présente pour la première fois comme un pays de solution au changement climatique. Pour faire entendre sa voix à Glasgow, la RDC s'appuie sur ses ressources naturelles et potentiels forestiers capables de contenir tous les gaz à effet de serre à la base du réchauffement climatique à l'échelle internationale. Elle est gardienne du potentiel environnemental recherché mondialement et qui est énuméré ci-dessus pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique. La République démocratique du Congo va présenter à ses assises ses ressources naturelles et leur importance pour l'humanité. Et se fera l'honneur de présenter son potentiel touristique découlant de cette diversité de sites naturels et des aires protégées. On se rappellera que les dispositions prises par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable pour la participation de la République démocratique du Congo à la COP26
ont été adoptés par le Conseil des ministres le vendredi 22 octobre dernier. Sur le plan pratique de nos carrières minières, on n'utilise pas le sélénium. Ça se trouve presque de manière spontanée dans beaucoup de terres de la route terrestre. Contribution à l'étude écotoxicologique du mercure dans quelques sites d'orpaillage en République démocratique du Congo, c'est l'apport scientifique d'Ensambo Mukondo Pascal qui a fait l'objet de sa thèse de doctorat présentée et défendue publiquement le jeudi 28 octobre à l'université de Kinshasa en vue de l'obtention du titre de docteur en sciences de l'environnement. La pollution des eaux de rivière dans les sites d'extraction de l'or et ses conséquences sur la santé humaine justifient l'importance que c'est désormais docteur en sciences de l'environnement a accordé à ces sujets. L'importance de cette étude est juste de montrer la charge corporelle à mercure chez les orpailleurs et chez la population qui vit autour et aux environs des sites d'orpaillage de cette contrée. Dans sa démarche scientifique, ce travail avait pour objectif principal de contribuer à l'étude et au monitoring des impacts de l'orpaillage sur la santé humaine et les écosystèmes, tant terrestres qu'aquatiques, des zones d'extraction artisanale de l'or dans les territoires de Fizi au sud Kivu. Devant le jury présidé par le professeur Bassosila Lolofo Norbert, le récipiendaire a interagi avec les différents experts sur cette thématique. Après examen de la thèse et délibération à huis clos, le jury a pris sa décision. Monsieur Issam Mukondo Pascal a réussi avec la mention la plus grande distinction. À la grande satisfaction du recteur de l'université de Kinshasa, qui voit dans cette réussite un gage pour la pérennité de l'héritage scientifique au profit des générations futures. Produire des enfants qui vont constituer notre héritage spirituel et scientifique. C'est une grande joie pour tout professeur d'amener sur la scène scientifique des fils. Et bientôt, ce sera quand même des petits-fils. Avec les problématiques environnementales de plus en plus préoccupantes de nos jours, ce travail scientifique de grande portée est une mine de connaissances dans laquelle la République démocratique du Congo peut puiser des connaissances nécessaires pour la sauvegarde des ressources naturelles dont disposent les pays et améliorer les conditions de vie des populations. Les projets relatifs à l'aménagement du territoire en RDC a été voté par les députés nationaux, présenté et défendu par Guy Luando, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Il est initié pour répondre à l'épineuse question d'organisation du territoire congolais. Maintenant qu'il est validé, il est envoyé à la commission aménagement du territoire, de l'infrastructure et nouvelles technologies de l'information et communication pour un examen approfondi. Si nous prenons en moyenne de 100 millions d'habitants, l'enjeu de cette loi, c'est comment répartir sur 2 345 000 km², 100 millions de personnes, selon la nature d'activité qu'ils exercent sur les territoires. Et donc, c'est ça le grand enjeu avec cette loi. Ces documents présentent plusieurs innovations, notamment la clarification de la démarche de l'aménagement du territoire, l'introduction dans un cadre légal des concepts comme espace fonctionnaire, corridors, amarture urbaine offrant les cadres spatiaux appropriés pour l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre, l'institutionnalisation des principes de l'aménagement du territoire et de ses objectifs. Cette fois-ci, honorable président, vu l'importance et le temps 60 ans après, il est plus qu'opportun, cette législature, que nous puissions compter dans le livret bleu que vous avez doté notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, d'un instrument majeur pour son développement et pour la gestion harmonieuse de notre espace physique. Sinon que les commissions citées ci haut vont travailler pendant 15 jours pour rendre son rapport avant de matérialiser ces projets de plans locaux d'aménagement, les schémas directeurs d'agglomération et les mécanismes de financement de l'aménagement du territoire pour les pérenniser. En vue de faire évoluer l'exploitation minière artisanale au Congo, la province des Lualaba et Sud-Saf
ont procédé à la signature d'un accord pluriannuel le mercredi 27 octobre dernier pour la gestion du centre de négoce de Mousompo. Par cet accord, les deux parties visent l'amélioration de l'avenir de l'industrie des mines artisanales en République démocratique du Congo. La phase préparatoire de ces projets, active dès la signature de cet accord, permettra non seulement à la province de poser les jalons de la transformation et de professionnalisation du secteur des mines artisanales dans les pays et dans les régions, mais aussi de tirer parti de la demande croissante des minerais, tandis que le déploiement opérationnel du projet est prévu pour début 2022. La province de Lualaba figure parmi les territoires miniers de la République démocratique du Congo. 1/5 de la production nationale annuelle de cobalt provient actuellement des mines artisanales de cette entité territoriale. La géo-ingénierie est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier les climats ainsi que l'environnement de la Terre. À quelques jours de la COP26 de Glasgow, des contradictions autour de cette technique sont invitées. Les uns trouvent comme une solution miracle et les autres une menace. Selon un rapport publié par Sheffield en 2009 pour la Royalty Society, les techniques de géo-ingénierie visant à freiner et stopper les réchauffements climatiques peuvent être classées en deux grandes catégories: élimination du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contrôle du rayonnement solaire. La géo-ingénierie, c'est l'intervention de l'homme dans la science climatique. L'idée que finalement, si les pays, les dirigeants n'arrivent pas à réduire suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre, un jour, les machines ou la science devra peser pour limiter les effets du réchauffement. Ça existe depuis assez longtemps, ça grimpe de plus en plus du côté des scientifiques. C'est une science qui est étudiée aujourd'hui. La grande majorité d'associations de défense de l'environnement sont contre la géo-ingénierie, mais surtout contre la modification du rayonnement solaire. Selon elles, l'idée de manipuler artificiellement les climats est contre nature. Mais effectivement, c'est un système extrêmement complexe. Donc j'ai montré qu'il y avait des effets régionaux dont on ne sait pas exactement ce qu'ils seraient, mais on peut dire avec certitude qu'il y aura des effets régionaux. Et puis après, il peut y avoir des effets sur les écosystèmes, ne serait-ce que parce qu'on modifie le rayonnement solaire, hein, on diffuse vers l'extérieur de la planète, vers l'espace, une partie du rayonnement solaire, mais on en diffuse aussi une partie vers la surface. Donc ça veut dire que la qualité du rayonnement n'est plus la même, on a moins de rayonnement direct, plus de rayonnement diffus, et ça, on sait que ça a des impacts sur les écosystèmes, par exemple. Signalons que le pays du Nord sera le seul à pouvoir développer ces technologies, alors que ce sont les pays du Sud qui seront le premier touchés par les conséquences du changement climatique. Utiliser la géo-ingénierie ne renforcerait-il pas les inégalités entre les pays du Nord et du Sud ?